Mesdames et messieurs, alors que mes collègues me rejoignent, voici ce dont nous allons parler dans cette session qui va durer 1h30 environ. Nous allons parler de ce qui marche pour résoudre les problèmes de la faim, de la sécurité alimentaire et du développement. Nous allons voir pourquoi ça marche et quels sont les enseignements généraux que nous pouvons tirer de ces expériences. Pendant que mes collègues réfléchissent à tout ça et se saluent, permettez-moi de vous dire en quelques secondes et dans mes propres mots ce que j'ai appris de la session d'hier. Nous avons tout d'abord parlé de la capacité de la science, du potentiel de la science pour aider à régler ces problèmes, surtout lorsque la science cible les petits agriculteurs. Mais nous avons également vu que, en dépit des réussites scientifiques, la faim persiste. Le professeur Sarah Geldin nous a bien expliqué qu'il reste près d'1 milliard de personnes qui souffrent de la faim sur la Terre. Et si l'on ajoute ceux qui sont mal nourris, on arrive à 2 milliards de personnes, soit un tiers de l'humanité. Ce qui prouve bien qu'il y a bien là quelque chose qui ne marche pas. On sait également que les problèmes environnementaux ne cessent d'augmenter, exacerbés par le changement climatique, mais on voit également une perte de la biodiversité liée à l'agriculture et qui pose de plus en plus de problèmes. Et ce, en dépit de la disponibilité de solutions scientifiques. Certaines solutions étaient suggérées, par exemple, de verser les subventions aux petits agriculteurs plutôt qu'aux grands agriculteurs, protéger la biodiversité par un système de subventions, construire des capacités locales pour permettre aux pays de se développer, stabiliser les prix agricoles. Quelqu'un a même dit que les pays de l'OCDE devraient tenir les promesses qu'ils avaient faites lors de l'Aquila, de la conférence de l'Aquila, lorsque les pays du G8 avaient promis de mettre sur la table 22 milliards de dollars pour soutenir l'agriculture des pays en voie de développement. Eh bien, à la date d'aujourd'hui, il n'y a que 3 milliards qui ont été mis sur la table. Donc, il semble que promesse sans suivi soit quelque chose d'assez courant. Donc, j'aimerais aujourd'hui que mes collègues nous donnent des faits précis. Je vais demander à chacun d'entre eux de nous donner un exemple extrêmement concret d'un projet, d'une expérience qui a marché pour réduire la faim, l'insécurité alimentaire et pour permettre le développement rural dans un pays dans le monde. Donc je vais vous donner 2-3 minutes, puis je vais revenir vers vous pour vous poser la question suivante, pourquoi est-ce que ça a marché? Et puis ensuite, je reviendrai vers vous pour vous demander d'en tirer les enseignements généraux. Donc, Oumalele, commençons par vous. De votre expérience, pouvez-vous nous donner un exemple de quelque chose qui a marché? Eh bien, merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord dire qu'il y a une bonne nouvelle dans le monde, c'est que les pays en développement se sont développés rapidement dans le monde depuis 2000 et se développent plus rapidement que les pays développés et qu'il y a énormément d'activités en cours dans les pays en développement. Et la croissance mondiale aujourd'hui est tirée par la croissance dans les pays en développement. Et je pense que ce fait n'est pas forcément très connu, donc je voulais mettre l'accent dessus en disant que ce sont les pays en développement qui sont les moteurs de la croissance à travers le monde. Et ce n'est plus seulement l'Asie du Sud-Est aujourd'hui, cela concerne également l'Amérique du Sud, l'Afrique, tous les continents sont en train de se développer rapidement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais dans le même temps, je pense que si l'on étudie les tendances à long terme au niveau de la productivité, de la croissance de la productivité, et avant de venir ici, j'ai évidemment beaucoup discuté avec mes collègues qui travaillent dans la croissance de l'agriculture dans les pays en développement, Pin Schweiger, Hazel, Bill Hiley, ce sont
des gens qui s'y connaissent très bien, de grands experts sur les facteurs de productivité agricole, et ils démontrent que malheureusement la production agricole a ralenti dans les pays en développement. Et ceci est différent de ce que j'entends de la part de personnes qui travaillent au niveau du terrain et qui et nos collègues d'ici vont beaucoup, le professeur Uphoff va nous parler de ce qu'il a constaté sur le terrain. Mais je voulais parler de tout cela parce que les tendances de croissance agricole mesurées par des gens que je respecte beaucoup sont contredites par ce qui se passe sur le terrain. Et c'est quelque chose d'important. J'aimerais vous donner deux exemples qui viennent d'Inde. Tout d'abord, il y a de grandes différences entre les États en Inde au niveau des performances. Vous avez certains États qui ressortent pour leur très très bon niveau de performance en matière de croissance économique générale. Vous avez des États qui ont des taux de croissance supérieurs à 10% par an au cours des dernières années. Et l'État du Bihar, qui est l'un des États les plus pauvres d'Inde, a une croissance de 11% par an, et ce régulièrement depuis 10 ans. Et tout ceci n'est pas lié au fait que les économistes, les politiques disent que cela a à voir avec la qualité de la gouvernance de cet État qui s'est beaucoup améliorée. Mais lorsque l'on décompose, lorsque l'on décline la croissance dans ces États, on se rend compte que dans l'État du Gujarat, ce n'est pas simplement de la croissance économique, mais de la croissance agricole également. Et le Premier ministre du Gujarat a mis en place une stratégie multisectorielle. Et donc, nous avons l'agriculture, l'innovation, quant à l'utilisation des eaux pluviales qui sont utilisées de façon beaucoup plus pérenne dans l'État du Gujarat pour faire face à la sécheresse. Et l'une des questions que j'ai étudiées avec un collègue à moi qui est quelqu'un d'important dans l'État du Gujarat, qui s'appelle Gushar Shah, c'est de voir comment l'exemple du Gujarat pouvait être dupliqué dans d'autres États indiens qui connaissent de gros problèmes d'énergie et de ressources en eau. Parce que dans l'État du Gujarat, il y avait une approche multisectorielle. Maintenant, dans l'État du Gujarat, nous avons une croissance très rapide. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette croissance ne vient pas encore du secteur agricole, même si je suis bien consciente qu'on pourra nous parler de ce qui se passe au niveau du terrain et qui, pour l'instant, ne se reflète pas dans la croissance et dans la productivité à long terme. La raison pour laquelle je vous parle de tout cela, notamment de cette approche multisectorielle et de son importance, et Ismaël en a beaucoup parlé hier, il a dit qu'il fallait que nous regardions cela comme un puzzle complexe avec différents éléments qui devaient se déplacer en même temps pour que les choses puissent se passer. Et il nous a montré que si beaucoup de choses bougent en même temps, alors les choses dans leur ensemble commencent à évoluer. Mais je voulais faire un distinguo entre le court terme et le long terme. Ayant travaillé à la Banque mondiale pendant de nombreuses années et ayant travaillé en Afrique pendant 20 ans, je suis très habituée à voir les succès de pays qui se déclarent comme ayant gagné des choses et puis tout à coup tout s'effondre et il n'y a plus de réussite. Et je pourrais vous citer toute une série d'exemples comme ça à la Banque mondiale. Et je pense aujourd'hui, maintenant que je ne suis plus à la Banque mondiale, que je fais mes recherches personnelles, je pense qu'il est important de regarder les choses de façon plus globale, à long terme, et de regarder ce qui est pérennisable et ce qui est duplicable. Et dans l'État du Gujarat, il reste des questions quant à savoir si le Gujarat sera durable après le mandat de notre Premier ministre. Est-ce que son expérience est duplicable et si les changements qui sont imprimés dans cet État sont durables? Et j'aimerais
vous citez un exemple qui me réchauffe le cœur, qui vient du sud de l'Asie. Le Bangladesh a des résultats bien meilleurs que l'Inde dans de nombreux domaines. Et l'un des exemples que je trouve les plus intéressants, c'est que la participation des femmes est beaucoup plus importante au Bangladesh qu'en Inde, et même que dans l'État de Bengale, qui est un État qui a eu un gouvernement communiste depuis longtemps et qui pourtant n'a pas autant de participation des femmes. Donc là, vous avez un exemple d'un pays en Asie du Sud qui avance bien, qui est indépendant depuis peu. Il y a même quelques personnes qui, jusque récemment, se posaient la question de la survie du Bangladesh en tant que nation. Et je pense que, compte tenu de ces avancées, l'Asie a beaucoup à apprendre du Bangladesh. Bien sûr, il y a des points positifs, mais il y a également des signaux d'alarme et nous ne devons pas considérer que 2 ans de réussite témoignent du fait que nous ayons gagné la guerre. Le Bangladesh continue à avoir un très grand nombre de pauvres et vous avez des gens qui souffrent de faim extrême. Et dans les indicateurs de la Banque mondiale, vous avez l'Asie qui a augmenté et l'Afrique qui a baissé. Donc il faut se poser des questions quant aux interactions entre gouvernance et résultats sur le terrain. Je vous remercie pour votre attention. Eh bien, vous nous avez décrit des pays qui connaissent des réussites, le Bangladesh, certains États indiens. Et ce que je retiens, ce sont ces réussites qui dépendent d'approches multisectorielles et d'efforts sur de nombreux fronts et pas seulement sur l'agriculture. Et au Bangladesh, vous avez cité le rôle des femmes. Marc, je vais vous demander de ne pas vous limiter à des lieux. Vous pouvez nous parler d'un projet, de la science. Donnez-nous des exemples de quelque chose qui marche et donnez l'espoir aux gens qui sont avec nous dans cette salle. Donnez-nous l'espoir que vous avez eu vous-même en voyant des choses qui marchent pour le développement. Marc. Eh bien oui, bien entendu, l'espoir, c'est ce qui caractérise le scientifique parce que les scientifiques travaillent pendant des années et des années sur des technologies qui, selon nous, vont permettre d'améliorer les récoltes qui sont très nécessaires un peu partout. Donc, nous revenons à ce que nous disions hier, lorsque, au début des années 80, nous avons fait la démonstration qu'il était possible d'avoir du génie génétique sur les plantes. Nous avons produit les premières plantes produisant leurs propres insecticides. Et toute cette histoire a été reprise pour toute une série de raisons dont nous pourrons parler tout à l'heure, mais par des entreprises qui ont fabriqué quelques graines qu'ils ont mis à disposition. Et pour le maïs, déjà en Afrique du Sud, cela a fait une vraie différence. Et partout dans le monde, nous nous rendons compte que pour certaines récoltes industrielles comme le coton, c'est très important. Maintenant, comment est-ce que tout cela est lié à la faim? Eh bien, si les zones rurales pouvaient tirer un revenu de leurs récoltes et si les revenus augmentaient de 50-60%, cela ferait une différence pour ces populations. Ces plantes qui produisent leurs propres insecticides sont sans conteste une très belle réussite. Et cela a un intérêt à tous les niveaux de la société. Et la technologie a principalement stimulé un boom en sciences du végétal, mais également dans les technologies médicales, dans les biotechnologies. Cela a donné naissance à des projets sur le génome pour bien connaître la séquence génomique de nombreuses plantes, notamment des plantes que nous consommons. Donc ça, c'est une information sur laquelle nous travaillons. Et dans le même temps, vous avez des scientifiques qui travaillent dans le domaine médical et qui travaillent sur de nouveaux systèmes permettant d'étudier l'expression génétique
et qui vont essayer de voir comment fonctionne le génome et ensuite travailler sur l'épigénétique et voir comment les situations de stress, l'environnement influencent l'expression génétique et comment cela peut être utilisé. Il y a une nouvelle société dont personne n'a entendu parler en Flandre qui s'appelle Biocartis, qui fabrique un petit appareil qui, après l'expression qui permet de voir l'expression de 40 à 50 gènes pour quelques dollars. Ce sera bien entendu utilisé en médecine, mais pour ce qui est des semenciers, quand ils auront cela à leur disposition, cela permettra d'avancer très vite. Donc, nous avons beaucoup d'espoir grâce à ces nouvelles biotechnologies qui devraient nous fournir les outils et nous aider à rendre disponible ce type de semences et ce type de plantes. Il est très important que tous les biologistes se rendent compte que ce sont les gènes de la plante qui donnent les récoltes. Donc, comment pouvons-nous nous assurer qu'il y a un dialogue entre les biologistes moléculaires et ceux qui font pousser les plantes, parce que c'est là tout le système financier de l'agriculture qui doit encourager les agriculteurs à utiliser ces technologies et à trouver les solutions qu'attendent tant ces pays. Permettez-moi de vous relancer un petit peu parce que vous avez parlé de l'espoir, vous nous avez parlé des sciences du végétal qui progressent très rapidement. Maintenant, la question, et vous avez parlé de ces pays en voie de développement et vous nous avez pas parlé du riz BT qui est un exemple du coton BT, qui est un exemple de réussite. Eh bien, le coton BT, c'est déjà 70% des récoltes de coton qui sont du coton BT, qui est cultivé dans de très nombreux pays, et les semenciers ont véritablement fait des efforts. Et le meilleur exemple pour l'Afrique, c'est le Burkina Faso. Tous les agriculteurs sont très heureux et on démontre parfaitement comment les rendements ont augmenté également au Togo, au Bénin, au Ghana, qui aimeraient adopter ces semences. Ils ne peuvent pas le faire pour l'instant parce que pour l'instant les réglementations sont très très strictes et très compliquées, mais les gouvernements sont en train d'y travailler et je suis certain que ces semences vont être adoptées. C'est un véritable succès, une vraie réussite. La Chine est un autre exemple. Ils ont eux-mêmes développé par eux-mêmes leur technologie. Ils n'ont pas attendu que les multinationales occidentales leur apportent des semences, parce que c'est toujours le problème. C'est de savoir dans quelle mesure les semenciers vont adopter les technologies à leur disposition. Mais malheureusement, le coton est une récolte industrielle et nous souhaiterions voir le même phénomène se produire pour les récoltes de plantes qui sont comestibles. Philippe Gorilski, chaire d'immunologie moléculaire ici au Collège de France. Un exemple de réussite, s'il vous plaît. Eh bien, j'ai une expérience dans la santé plutôt que dans la faim, mais je vais donc vous parler d'un problème général que j'ai découvert alors que je rédigeais un rapport pour le gouvernement français. Et dans l'ensemble, l'action sur le terrain, c'est un peu du grand n'importe quoi. J'exagère, bien entendu, mais elle est loin d'être optimale. Et de nombreuses ressources sont consacrées et qui jamais ne permettent d'obtenir les résultats attendus. Et l'analyse de tout cela m'a conduit au point suivant. Ce qui se produit dans une certaine mesure, et ce n'est qu'une partie de l'explication, mais ce qui se passe dans une certaine mesure, c'est que l'information entre les acteurs de terrain n'est jamais partagée, disséminée, évaluée. Et tout cela est un contraste extraordinaire par rapport à ce qu'on connaît dans le domaine scientifique. Les scientifiques publient leurs données, les données sont évaluées.
Et maintenant, je voudrais faire le parallèle de la manière suivante. Comment pensez-vous que la NSF ou la MRC ou le CNRS en France, comment pensez-vous que ces gens-là puissent mener correctement des recherches s'il n'y avait aucune publication? Ce serait du grand n'importe quoi. Et ce qui se passe en grande partie sur le terrain, c'est exactement ça. Les praticiens, les acteurs de terrain, dans leur grande majorité, ne publient pas leurs résultats. Ils publient leurs plans parce qu'ils ont besoin d'argent, ils demandent de l'argent, mais ils ne publient pas une fois qu'ils font les choses. Et quand ils publient, il n'y a pas d'évaluation correcte. Donc, de mon point de vue, il s'agit là d'un point de vue social qui traite de l'organisation des praticiens sur le terrain au niveau international. Donc, c'est un gros problème. Et l'organisation est telle que l'information n'est pas partagée, qu'il y a beaucoup de déperdition d'informations, que les gens ne sont pas correctement évalués, qu'il n'y a pas non plus de reconnaissance de ce que font les gens, qui font un boulot extraordinaire la plupart du temps, qui n'est même pas reconnu. Et donc l'organisation sociale se doit d'être modifiée d'une manière telle que les communautés soient mieux structurées. Bon, maintenant, les actions pratiques là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et encore une fois, c'est là quelque chose de très ambitieux, c'est un gros problème. Donc comment commencer à faire bouger les choses? Eh bien, l'action la plus évidente consisterait à créer un journal international où les gens décriraient ce qui se passe sur le terrain et qui serait revu par les pairs, exactement comme dans le domaine scientifique, de telle sorte que les informations données soient évaluées par des pairs qui soient eux-mêmes des praticiens. Donc, ce sont les acteurs de terrain qui feraient la revue. Et quand Médecins sans frontières identifie un protocole qui semble être le meilleur pour traiter le sida, par exemple, eh bien, il faut que ces données soient rédigées, fassent l'objet d'un article qui ensuite soit évalué par des pairs, par des gens du ministère de la Santé au Mali ou ailleurs. Et avec l'aide des ONG, l'Institut Veolia Environnement, nous avons créé ce journal qui fonctionne. Nous recevons des articles, nous avons un système d'évaluation par des pairs et je pense que ceci va s'étendre. Et je m'arrête ici parce que ce qui réussit, c'est que nous avons démontré un concept qui fonctionne et peut-être que tout à l'heure, nous pourrons parler de la manière dont tout ceci peut se développer. Alors, nous avons une idée de la science, des lieux où cela se produit et des indications sur la diffusion de ces informations. Je vais donner la parole maintenant à Norman Uphoff de l'Université Cornell. Peut-être que vous avez un autre point de vue à ce sujet. J'apprécie beaucoup de votre question et je vais évoquer quelque chose de très concret qui ne relève pas de l'espoir mais de la réalité. Il s'agit de l'agrogestion des récoltes et lorsque l'on change l'environnement de croissance et de développement de la plante, on peut développer des phénotypes beaucoup plus productifs pour quasiment tous les génotypes. Nous avons reconnu les travaux de Marc pour l'amélioration des génotypes, mais nous savons que pour chaque génotype, nous pouvons avoir une plante beaucoup plus résistante aux changements climatiques, aux variations climatiques. Et ces plantes sont disponibles aujourd'hui. Et je suis très heureux que vous me posiez cette question très directement. Je suis désolée de ne pas avoir de PowerPoint pour que vous puissiez constater par vos yeux même les transformations qui peuvent être apportées. Mon épouse et moi-même, il y a 18 mois, étions à Java, dans l'est de l'Indonésie, et nous avons acheté une plante produite par ces agriculteurs qui avait 223 tiges à partir d'une seule semence. J'ai une photo de cette plante que je n'ai pas pu faire entrer aux États-Unis pour des raisons de réglementation sanitaire. Et au Sri Lanka, l'un des organisations qui travaillait avec nous a donné
une tige de riz avec 930 grains dessus. Si vous êtes à 400 grains, vous êtes très heureux. Mais là, c'est 930 grains de riz à partir d'un seul pédoncule. Et ces champs étaient gérés de façon biologique depuis le début. Mais si vous voyez les photos, vous auriez ces images très frappantes en tête. Et ceci a été développé par le père Henri Delanier, qui a passé 34 années de sa vie à Madagascar pour essayer d'aider les agriculteurs à tirer meilleur profit des ressources pour garantir une sécurité alimentaire. Et il a fait une découverte qui est complètement évidente d'un point de vue scientifique, mais qui a été ignorée et négligée pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas entrer. Et ceux avec lesquels nous travaillons dans cette région ont passé d'un rendement de 2 à 8 tonnes. Et ce sont des sols de mauvaise qualité qui avaient été analysés avec une très faible capacité d'échange cationique, etc. Et on est à moins de la moitié du minimum de nutriments sur plantes. Mais en fait, les méthodes de gestion ont mobilisé le sol de façon différente. Et nous avions des systèmes radiculaires très profonds, très solides, très résistants, et ainsi nous avons pu obtenir ces résultats au Mali, dans la zone de Timbuktu, dans le Sahara, dans le nord de l'Afghanistan. Et nos agriculteurs, je ne devrais pas dire nos agriculteurs, mais les agriculteurs partenaires ont eu des rendements de jusqu'à 9 tonnes par hectare, alors que leur méthode traditionnelle était de 5 à 6 tonnes. Et deux agriculteurs ont eu des rendements de 18 tonnes par rendement. Ils ont très bien maîtrisé ces techniques de culture. Donc, c'est un phénomène extraordinaire, mais la moyenne est donc de 8 tonnes, ce qui est largement suffisant pour nourrir les communautés du coin Aceh. En Indonésie, après le tsunami, Caritas a lancé des initiatives similaires qui ont permis aussi d'augmenter les rendements de la production de riz dans cette région. Il y a aussi le SWI, l'intensification pour le blé. Il y a aussi l'intensification pour le sucre, la canne à sucre. L'un de mes collègues, professeur en Afrique, qui a mené ses études de postdoctorat et a travaillé sur la céréale la plus importante en Éthiopie. Et il a dit qu'il n'avait jamais vu une plante réagir aussi bien avec un espacement entre les semis, avec une matière organique bien distribuée. Il y a fortement augmenté les rendements avec des micronutriments, manganèse, etc. On est passé à 8 tonnes de rendement par hectare. Donc il y a deux choses à prendre en compte, la profondeur du système radiculaire et promouvoir l'activité bactérienne et des champignons, de tous ces micro-organismes qui sont dans la terre et qui constituent l'habitat du sol et qui vivent sur et autour des racines et aussi autour du système foliaire. Et le père Lanier ne savait pas ça. Il n'avait pas ces instruments à Madagascar, mais il avait mis le doigt sur des pratiques de gestion du sol que tous les agronomistes connaissent aujourd'hui. Mon épouse et moi-même sommes allés dans l'état du Bahar il y a 2 mois et demi et nous nous sommes adressés à des femmes qui font de l'intensification du riz et du blé selon les saisons, et elles nous ont dit qu'en 2 à 3 mois, elles avaient de la nourriture de leur propre terre. Ce sont des femmes en général analphabètes qui s'occupent de toute leur communauté
Et maintenant, elles ont 6 mois de sécurité alimentaire garantie, alors que ce n'était que 2 mois auparavant. Elles ont suffisamment de réserves, donc avec moins d'eau, c'est-à-dire sans inonder les champs. Et elles utilisent au mieux les ressources à leur disposition. J'ai apporté quelques exemplaires d'une publication d'Africaire, d'Oxfam America et du WWF, le Fonds mondial pour la nature, où l'on décrit ces méthodes appliquées au Vietnam, en Inde et au Mali. Et donc, ces équipes se sont réunies pour produire ces ouvrages, c'est-à-dire plus de riz pour les populations, tout en économisant l'eau. J'ai aussi des témoignages de ces agriculteurs qui ont pu ainsi améliorer la sécurité alimentaire de leur population. Et au Berar, il y a une femme agricultrice qui est de la Soukas des Moussahari, qui est aujourd'hui membre de l'Assemblée régionale en raison de la position de leader qu'elle a pris grâce à l'augmentation de ses rendements agricoles. Ces chiffres augmentent beaucoup au Vietnam. Ils étaient 4000 fermiers à se lancer dans ces nouvelles techniques et ils sont aujourd'hui 8000. Au Berar, ils sont passés à 400 fermiers en 2008 à plus de 50 000 cette année. Et ça ne se vend pas, c'est pas quelque chose qui s'achète. C'est juste un changement d'état d'esprit, un changement paradigmatique, comme on dit. C'est pas combien d'intrants vous ajoutez pour produire plus, c'est mieux répartir votre population de végétaux, pas d'inondation des champs, avoir le plus d'aérobie dans les sols de façon à encourager le développement bactérien. Le temps, le calendrier est également très important pour trier le meilleur produit possible. On le fait également avec la moutarde, des graines de moutarde. Et un de mes partenaires ONG a dit que on avait mesuré sur certains champs, on était passé de 1 tonne à 4,8 tonnes de graines de moutarde par hectare. Nous venons de publier un autre ouvrage ici avec 6 articles scientifiques qui peuvent être soumis à des peer reviews. Cela vient de Chine, du TNEU, de différentes fondations et centres de recherche. Il y a des rapports sur l'Afghanistan, l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan, l'Irak, le Kenya et le Panama aussi. Donc, il y a plus de 40 pays concernés. Donc, on voit que ce sont des nouvelles idées de gestion des terres. C'est faire en sorte que les fermiers soient aussi nos partenaires. J'ai une aversion pour le terme qui est de les consacrer comme les adoptants de nos techniques. Ce sont des partenaires puisqu'ils travaillent avec leurs ressources. Est-ce qu'ils doivent utiliser de meilleures semences? Bien sûr, parfois, souvent, les engrais peuvent être utiles. Mais en ce qui concerne la biomasse, ils peuvent aussi améliorer la structure du sol. Donc, on a ainsi de meilleurs phénotypes qui vont se développer. Je vais m'arrêter là. Ne dites pas tout, ne révélez pas tout de suite. Je pourrais en parler pendant des heures. Ce qui est impressionnant, c'est de le voir. Si vous pouviez le voir, je pense que cela susciterait un espoir qu'il y ait possible de voir ces idées se concrétiser. Je m'adresse de nouveau à vous tous et je vais vous demander de reprendre vos exemples de réussite et essayer de nous expliquer pourquoi ils ont été couronnés de succès. Par exemple, à l'IFAD, le FIDA, si je pense à notre organisation, nous sommes présents dans 90 pays. L'intervention la plus réussie a été l'assistance apportée à des fermiers, quel que soit leur statut. En fait, on a travaillé avec la Banque Grameen pour le microcrédit. Le microcrédit fonctionne bien avec les groupes. Les coopératives, les groupes d'agriculteurs fonctionnent en général bien, mais très souvent, ça marche pas, ces associations professionnelles. Mais le modèle général qui est d'aider les gens à se structurer, à s'organiser et à se prendre en charge pour qu'il y ait une autogestion et qu'il y ait une influence collective sur leur environnement politique et économique semble être la voie de la réussite. Donc, ce que vous avez entendu
va de Hummus qui a parlé de politique dans 2 pays, en Inde, ou en tout cas 2 États indiens et un autre pays, le Bangladesh. Quelques exemples scientifiques. Et puis le dernier exemple de Norman qui est en fait l'autogestion par les agriculteurs. Ouma, à votre avis, pourquoi le Bangladesh? Je pense que Bahor et un autre État, dans une moindre mesure, ont réussi. Quels sont les ingrédients de cette recette? Je voudrais passer de la politique aux institutions. Parce que ici, je pense très fortement que on parle beaucoup de technologie et de politique à mettre en œuvre, mais il y a en fait un grand nombre de questions liées aux institutions qui ne bénéficient pas de l'attention qu'elles mériteraient. Je pense que là peut être modélisé par les économistes. Et je dirais que dans quasiment tous les cas que j'évoque, à la fois au Beraa et au Gujarat, ainsi qu'au Bangladesh, ce sont les institutions qui ont impulsé cette différence. Je vais commencer par la recherche, parce que l'exemple du coton qui nous a déjà été donné est très intéressant. Le coton BT représente les cultures les plus importantes en Inde aujourd'hui, et c'est un exemple de réussite technologie, mais il y a eu des moments où la culture du coton en Inde était dans une situation telle que l'environnement était tellement défavorable à la commercialisation, au microcrédit, etc. C'était qu'en dépit de l'excellence de la technologie, beaucoup de paysans se suicidaient, comme vous le savez. Et pour moi, c'est un exemple d'échec institutionnel du secteur public et des politiques, alors que vous avez une technologie très dynamique. Et les paysans, les cultivateurs payent encore un lourd tribut à la suite de ces échecs politiques. Donc la technologie à elle seule ne suffit pas. Ensuite, il faut se pencher un peu sur les dépenses publiques. Il est nécessaire d'augmenter de façon significative les investissements en recherche, en agronomie, en agriculture. Et Philippe a souligné un point qui est très important. Si je compare par exemple la Chine, l'Inde et le Brésil, qui se sont penchés sur les technologies, ces nouvelles technologies. Quand je vois comment ces 3 pays fonctionnent, et il y a véritablement de marge pour améliorer la qualité de la gestion et de l'organisation de la science dans ces pays. Et il faut les encourager à utiliser des normes internationales pour qu'ils soient véritablement responsables des résultats qu'ils produisent. Et pour reprendre les exemples de Norman, il y a des îlots de succès, de réussite ici et là, mais qui pourraient être évalués de façon beaucoup plus scientifique, de façon transparente. En Inde, par exemple, les dépenses sont très importantes. C'est nous qui y avons l'augmentation des dépenses les plus importantes après la Chine. Mais simultanément, les économistes nous disent que la productivité est en baisse. Et ceci est partiellement dû au fait que les systèmes agricoles sont extrêmement complexes. Ils sont multisectoriels parce qu'il faut penser à la gestion de l'eau, des sols. Il faut penser à toutes les politiques qui sont liées les unes aux autres et qui sont impliquées dans la gestion de cette agriculture. Et on vient
d'organiser un atelier sur le changement climatique, la sécurité alimentaire et la gestion de l'eau en Asie du Sud. Et le point de vue général était que le processus participatif fonctionnait bien pour l'eau, mais c'est moins de 50% des cas où ça fonctionne bien. Et c'est là, je pense que les institutions devraient être invitées à étudier les ingrédients de ces réussites et voir ce qui est applicable et ce qui peut être pérennisé. Et donc, une fois encore, j'en appelle à notre étude pour évaluer ce qui peut être pérennisé et ce qui peut être reproduit. Et il y a encore beaucoup d'activités à mener. On a du pain sur la planche au niveau institutionnel, je dirais, qui, à mon avis, qui ont été un petit peu négligés, y compris les centres et institutions de recherche. On parle beaucoup d'augmentation des dépenses et d'augmentation de la productivité au bout du compte, mais on ne voit pas entre les deux ce qui se passe, entre les dépenses et l'augmentation de la productivité. Et c'est là, à mon avis, que les institutions et les politiques ont un rôle à jouer. Norman, vous nous avez parlé de 3 lieux de réussite, ou au moins de 2. Le Bangladesh, et je suis d'accord avec vous puisque ça a été démontré par les statistiques, et l'État du Bihar. Comment pouvez-vous expliquer que ces 2 lieux ont une augmentation très forte de leur production agricole? Vous avez parlé d'investissement. À votre avis, quelle est la clé de cette réussite? Dans le cas du Gujarat, d'après ce que j'ai compris et que je n'ai pas étudié moi-même, mais je connais pas mal de gens qui se sont penchés sur la question. En fait, c'est parce que c'est une stratégie multisectorielle qui a été adoptée. Ainsi, par exemple, le Premier ministre de l'État s'est adressé aux agriculteurs et a dit qu'il allait augmenter leurs tarifs d'électricité, ce qui est une mesure très peu populaire d'un point de vue politique en Inde. Les prix de l'électricité ont été au cœur de nombreux débats politiques ces dernières années. Donc, il a annoncé que les prix allaient augmenter tout en leur garantissant la fourniture nécessaire d'électricité chaque jour pour irriguer leurs fermes. Et c'est cette promesse qui a été tenue qui leur a permis d'irriguer leurs champs. Et cela a contribué à augmenter leur productivité. Et il est curieux de constater, de voir que cela ne se produit pas dans de nombreux autres États indiens. Alors maintenant, pourquoi a-t-il pu adopter cette décision qui était à l'origine très peu populaire? Tout le monde a dit que c'était un suicide politique de décider que d'augmenter les prix de l'électricité. Mais en fait, son mandat lui permettait de le faire. Bon, maintenant, ça reste quelque chose de très controversé d'un point de vue politique en Inde. Néanmoins, la gestion multisectorielle, le GWP promeut une gestion intégrée des ressources d'eau et c'est une pratique très intéressante qui est véritablement multisectorielle avec, on tient en compte des intrants de la production d'électricité, de l'agriculture, etc. Et très souvent, cette approche intégrée ne fonctionne pas. On fonctionne souvent de façon très verticale. Et je pense que on peut en apprendre beaucoup de ce qui s'est passé à l'État du Gujarat. Maintenant, il faut voir si ceci peut se reproduire dans d'autres lieux. Oui, ce que Malele est en train de nous dire est très important. On voit bien un lien politique ici. Vous avez des leaders qui sont politiquement impliqués dans le développement et c'est ce qui permet aux choses de fonctionner. Et vous avez d'autres lieux où les politiques sont surtout engagés à se remplir les poches et là, ça ne fonctionne pas. Je voudrais parler de l'État du Bihar parce que c'était un État qui était tellement décevant pendant si longtemps et là on a vu se mettre en place des politiques absolument étonnantes et pour la première fois on a un gouvernement
qui est très bien noté par la population pour son intégrité, son honnêteté, et le nombre de cas d'affaires de procès qui sont passés devant les tribunaux sur un délai très court montre aux petites gens que on est dans un état de droit et du coup les choses peuvent se passer. Ce sont là des très très bons exemples. En Inde, l'un des bons exemples, c'est le droit à l'information. Il faut que les gens puissent, après le passage de la loi sur le droit à l'information, vous avez maintenant des gens relativement pauvres qui peuvent demander et recevoir une information pour savoir à qui a été attribuée la terre. Et la loi, même si elle est beaucoup plus soft que ce qui était prévu au départ, mais en 30 jours, le gouvernement se doit de fournir une réponse et doit annoncer cette information sur Internet. Et pour moi, ça démontre le rôle de la société civile en Inde, qui devient très très dynamique et qui joue un rôle très très important pour promouvoir ce type de nouvelle gestion, non seulement par la coopération des institutions, mais au sens le plus large, en responsabilisant les plus pauvres, en leur donnant les moyens de s'informer, en augmentant la responsabilité des gouvernements. Donc, et c'est là des choses dont les économistes ne parlent pas souvent, mais je pense que changer l'environnement de telle sorte que les personnes exclues de la société soient en mesure d'exercer leur pouvoir comme jamais ils n'avaient pu le faire, c'est là ce qu'il y a de plus passionnant dans ce qui est en train de se passer en Inde actuellement. Merci Uma, je pense que c'était effectivement très utile d'ajouter cela. Alors, retournons à la science. Marc, vous nous avez donné des exemples. Je pense que la littérature ne laisse aucun doute quant à la réussite du coton BT, mais pouvez-vous maintenant nous aider à mieux comprendre pourquoi, dans ce cas en particulier, d'une récolte OGM, il y a eu des réussites. Vous avez parlé du Burkina Faso, vous avez parlé de la Chine. Quels ont été les facteurs de succès ici? Eh bien, je pense que c'est l'un des problèmes principaux au niveau de la relation entre la science et l'agriculture. Les scientifiques n'ont pas l'habitude de travailler avec les agriculteurs et d'avoir des contacts directs avec les agriculteurs. Et dans ce cas, grâce à l'investissement dans les semences, il y a eu plus d'efforts pour travailler avec les agriculteurs et leur montrer ce qui pouvait être fait. Et à ce moment-là, tout a été accepté immédiatement. Ce que nous essayons de faire maintenant dans d'autres domaines, nous avons des plantes de pommes de terre qui résistent à les maladies dont vous a parlé Ismaël et qui ont été citées hier, le phylloxéra, qui a balayé la culture de la pomme de terre à la fin du 19e siècle en Europe, en France, en Belgique et notamment en Irlande et qui a entraîné de nombreuses famines. Donc, quand nous avons discuté avec les fermiers, les agriculteurs, et qu'on leur a montré que ce type de plante qu'ils doivent pulvériser tous les 3 jours pendant l'été avec des fongicides, et dans la mesure où ils n'ont pas simplement un champ mais plusieurs, ça veut dire que pendant l'été, ils sont pris à temps complet pour ces pulvérisations. Or là, cette plante contient différents gènes qui vont lui permettre de résister. Et dans les pays en développement, ça a un vrai potentiel. Et au Burkina Faso, les coopératives d'agriculteurs sont allées voir le gouvernement en disant « Attendez, ça, on veut cette plante ». Car tout simplement, les scientifiques avaient fait un effort d'explication et de démonstration. Et en général, dans les pays en développement, il convient de réfléchir au pourquoi nous, au début du XXe siècle, dans le sud de la France, mais dans beaucoup d'autres pays,
les zones rurales étaient très très proches de la situation que nous constatons dans les pays en développement à l'heure actuelle. Et ce sont les coopératives agricoles qui ont permis aux agriculteurs de s'organiser, de discuter avec le gouvernement, et c'est ce qui a permis de grands changements, et c'est encore une fois ce qui doit se produire. Et nous verrons que il est possible de mettre en place des structures permettant aux scientifiques d'apprendre, et si les scientifiques moléculaires qui connaissent l'agronomie, qui connaissent quels sont les besoins du terrain, s'ils sont en mesure de s'adresser directement aux agriculteurs, alors les choses pourront se produire. J'ai également été très fascinée par les exemples que nous a donné Norman et que nous avons vu se développer, nous aussi par ailleurs. Nous avons vu qu'il y a une approche plus environnementale, plus écologique de l'agriculture. Et il faut analyser et communiquer tout cela, car ce n'est connu que par un très petit nombre d'agricultures. Il faut passer de l'étude empirique, de ce que les scientifiques connaissent des micro-organismes, et se servir de cette connaissance comme outil de contrôle, et ensuite partager l'information avec des organismes qui vont permettre de trouver les financements pour que ces technologies puissent se développer. Marc, très intéressant, et cela nous amène sans transition à Philippe Kurilski, parce que Philippe, ce qu'on entend là, c'est que la science de la gestion dont nous parlait Norman, ou la science du coton bêté, dans la science, tout ce qui est la clé, c'est le partage. L'acquisition de la connaissance est quelque chose de très important, bien entendu. Mais on a déjà beaucoup de connaissances. Maintenant, comment allons-nous partager tout cela? Vous nous parlez du secteur de la santé où vous vous êtes impliqué pour partager les connaissances. Donc, la question que je vais vous poser est un petit peu différente parce que vous n'êtes pas un spécialiste de l'agriculture, mais qu'est-ce que vous pourriez nous recommander pour que cette connaissance disponible soit mieux partagée, mieux communiquée? Eh bien, tout d'abord, j'aimerais dire qu'il s'agit là d'un problème général et que cette chaire au Collège de France qui s'appelle « Savoir contre pauvreté » est entièrement consacrée à cela, à un autre niveau. Donc, ce que je peux décrire, c'est le journal que nous avons créé qui traite de problèmes agricoles ou alimentaires. Par exemple, on a l'exemple d'aquaculture. Et je souhaitais simplement dire ici que, à part les progrès importants qui ont été rapportés par notre collègue Norman et qui sont des progrès absolument fantastiques, il y a également d'autres expériences qui réussissent ou pas. Mais le problème, c'est que ces expériences ne sont pas identifiées, ne font l'objet d'aucune publication et donc ne sont pas duplicables. Ou alors elles sont publiées, mais d'une manière qui ne permet pas la duplication parce qu'on n'a pas ni détails ni critiques. Donc, je voulais être clair là-dessus. Je ne parle pas de la science en tant que telle. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que, oui, bien entendu, on peut utiliser l'expérience de la communauté scientifique pour adapter des processus qui ont bien fonctionné vers d'autres communautés qui doivent être soutenues. Pourquoi est-ce que les choses ont bien fonctionné et pourquoi est-ce que cela se développe non seulement et que cela traite du problème de la faim, mais également de l'éducation, de la santé, des femmes, etc. Je pense qu'il y a là deux raisons. Premièrement, l'identification d'un besoin réel. Et il y a là un lien logique évident et il y a un véritable besoin. Donc ce n'est pas juste une idée comme ça dans les limbes, c'est une idée qui correspond à un problème véritable. Deuxième chose, c'est qu'avec mes collaborateurs, c'est que nous avons
consacré énormément de temps au dialogue avec les gens, pour tester les idées, les vérifier, pour obtenir des critiques et pour faire en sorte que les gens s'approprient l'idée. Et d'ailleurs, c'est une manière de dire que personne n'a raison immédiatement. Il faut valider ces idées par la discussion, par le débat avec d'autres. Ceci étant, le partage avec les parties prenantes a été très gratifiant, car je me dois de dire qu'après avoir discuté avec probablement une centaine d'agences de financement, d'ONG de différentes tailles, nous avons reçu 100% de feedback positif. On nous a dit, vous avez raison, il y a un problème, il nous faut traiter de ce problème, essayons de le faire. C'est très difficile, c'est très ambitieux, car il faut changer l'état d'esprit. Les acteurs sur le terrain doivent changer l'état d'esprit et se forcer à rédiger, ce qui n'est pas facile. Mais cette information n'est pas suffisamment partagée. Donc, par exemple, la grande agence de financement qui reconnaît que nous avons un problème pour évaluer véritablement ce qui se passe et que donc il ne suffit pas d'envoyer 5 consultants en business class dans un pays africain pour aider les gens à remplir des questionnaires de 7 pages en anglais qui ne leur disent pas grand-chose. Pourquoi? Tout simplement parce que la couche de base d'information est absente, tout simplement. Donc, si l'on parle maintenant des ONG, là encore, nous avons obtenu un soutien et des encouragements de la part de toutes les personnes à qui nous avons parlé. Maintenant, bien sûr, ce sont de petites ONG. Maintenant, les grandes ONG sont très organisées, très structurées et publient leurs informations. Mais très souvent, il n'y a pas de revue des pairs. Donc, l'on pourrait dire que cela inclut, dans une certaine mesure, une partie de propagande. Les plus petites ONG sont souvent peu structurées et le processus de rédaction les aide énormément à mieux structurer leurs actions et à se faire connaître. Maintenant, le problème clé, c'est de parler avec les praticiens eux-mêmes, les acteurs de terrain, et ça, c'est une tâche énorme qui va nécessiter des relais, mais les personnes avec qui nous avons discuté, après 2 heures de discussion, sont d'accord avec nous et sont d'accord de faire les efforts nécessaires. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons pu mettre tout ça sur les rails. Très intéressant, merci, et je pense que ce sera très important dans ces conclusions. Comment mobilisons-nous, reconnaissons-nous, assurons-nous la revue et assurons-nous le partage, la communication de ces informations? Norman, ça vous a posé quelques questions, mais revenons à votre système d'intensification des récoltes, votre SIR. Pourquoi est-ce que ça réussit? Eh bien, nous avons considéré les agriculteurs comme des partenaires et non pas comme des adopteurs de technologies, comme je vous le disais. Hier, j'en ai parlé très rapidement, mais ce que je disais, c'est si on leur donne les graines, n'importe quel imbécile va réussir à obtenir de bons résultats. Mais il fallait aller plus loin parce qu'il y avait besoin d'autres adaptations, d'autres innovations. Donc, comme je vous le disais, ça a été développé par le père Lanier qui a beaucoup travaillé avec les fermiers, avec les agriculteurs, et l'ONG qu'il a créée est celle qui s'appelle Association Tefisign, ce qui, en malgache, veut dire améliorer les mentalités. Et c'est lui qui a mis en place cette méthodologie pour améliorer la sécurité alimentaire et qui, en même temps, visait à moderniser les fermiers, les agriculteurs, à les rendre plus autonomes,
à se tenir debout, en quelque sorte. Et je pense que c'est l'une des grandes parties auxquelles est dû le succès que nous avons connu. Et même si les fermiers ont fait tout cela, ils ont besoin de plus de connaissances. Certains diront qu'ils ont besoin de plus de science, mais pour moi, je dirais qu'on a vu beaucoup de résistance à la science, ce qui est tout à fait dommage. Et même au sein de mon université, à l'université de Cornell, mes collègues ont peu soutenu, voire même ont été hostiles à tout cela. Et je ne comprends pas pourquoi tant de scientifiques ne tiennent pas leurs paroles et ne cherchent pas à être plus empiriques. Si nous connaissons tout aujourd'hui, ce qui serait bien la première fois dans l'histoire de l'humanité, qu'est-ce que nous pourrions faire à l'avenir? Nous avons tous des connaissances imparfaites. Nous savons que la science évolue. Donc la science est une entreprise et nous devons d'être un petit peu plus humbles, d'être ouverts aux connaissances provenant d'autres sources. Tout cela pose problème. On sait qu'il y a des potentiels dans le génome du riz ou d'autres plantes qui ne sont pas totalement exprimés. Et nous constatons que les facteurs les plus importants, c'est d'avoir un bon système de racines radiculaires. Et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, une plante ne fonctionnera pas si elle n'a pas de bonnes racines. Et ensuite, deuxième chose très importante, la vie dans le sol. Quand les scientifiques font les expériences, ils stérilisent la terre, puis ensuite ils la réenrichissent, comme si cette partie minérale qu'ils rajoutaient était le reflet du sol réel. C'est le reflet du sol réel, mais sans matière étrangère. C'est un sol qu'on appelle un sol xénophobe. C'est un sol de cadavres. Et en médecine, les cadavres jouent leur rôle, mais si vous voulez étudier les êtres humains, il faut aller voir ce qui se passe sur le terrain. Et par ailleurs, les communications électroniques sont devenues très importantes. Nous n'aurions rien pu faire il y a 20 ans sans Internet, sans les mails. Je peux passer 2-3 heures par jour à écrire des emails avec des collègues dans des dizaines de pays différents. Donc je peux interagir avec eux, obtenir des informations, partager de l'information. Mais c'est de plus en plus difficile de garder une information pour soi-même. Donc l'informatique est devenue très importante. Les soutiens des gouvernements ont été négligibles. Vous verrez que la plupart des soutiens viennent de Jim Carrey, l'acteur, et sa fondation Beta U, qui nous finance, et également le WWF, qui nous a beaucoup aidés. Je travaille en Inde avec le WWF. Et vous avez d'autres petits donateurs, GTZ au Cambodge, l'Agence de développement des Nations Unies également a beaucoup travaillé pour nous soutenir. Ce sont là des gens qui ont envie de changer d'état d'esprit. Mais la Banque mondiale, qui jusqu'ici était très peu présente, est maintenant active dans certains États comme le Bihar. Le président de la Banque mondiale a fait une très belle déclaration dans la presse indienne en disant qu'il était très intrigué par cette intensification des récoltes, parce que ça permettait d'obtenir de meilleurs rendements. Donc pendant longtemps, on a essayé de nous bâillonner, mais maintenant nous commençons à obtenir des réponses et du soutien. Ça, c'est la vraie invention française la disparition au combat, en quelque sorte. Mais je suis désolée, l'information est de domaine public, il n'y a pas de royalty, il n'y a pas de contrôle, à vous d'aller la chercher et de l'utiliser. Elle est là à disposition. Ce qui est très intéressant, c'est de constater qu'aujourd'hui, tout est mécanisé, donc on peut faire les choses à grande échelle, et je vous parlerai de ça tout à l'heure. Donc, les agriculteurs, les fermes sont des partenaires, et ce sont là des bénéfices qui vont venir très rapidement.
Et puis les fermiers, vous savez, pour les scientifiques, ce sont des gens qui ont tout fait à l'envers depuis des siècles. Ils ont même été inonder leurs rizières en pensant que ça allait leur donner une meilleure récolte. Eh bien, c'est faux. Le riz a besoin d'espace, ça a besoin d'un bon système d'enracinement. Donc la connaissance est tout à fait importante. Et nous travaillons avec d'autres projets au Pakistan, au Cambodge, en Inde. On voit également des liens parce que le sol est une chose très très importante. Il ne faut pas essayer de détruire le fonctionnement, la structure de la terre. Et nous allons être en mesure de progresser encore dans les 5 à 10 ans à venir. Nous sommes prêts à avancer, pour en revenir à votre question. Et ce ne sont pas et ce sont les progrès en génétique et en épigénétique qui vont être très intéressants parce que cela exprime le potentiel. On peut vous démontrer les effets épigénétiques, même si nous ne les comprenons pas encore très bien. Donc les scientifiques ont encore beaucoup de travail à faire. Dans certains cas, les scientifiques ont pris la tête de l'initiative. En Chine, vous avez les différents scientifiques de l'Institut national des sciences qui ont signé des partenariats avec des agriculteurs. Dans l'État du Sichuan, ils produisent des millions de tonnes de riz en plus par hectare grâce à ce système d'intensification des récoltes tout en utilisant moins d'eau et moins de ressources naturelles. Et vu le prix du riz actuellement, on n'est pas en train de parler de petits revenus. Merci beaucoup, Norman. J'en reviens à nos invités avec vous, Uma, et je vais vous demander de partager avec nous une idée, un vrai enseignement qu'ils auraient pris ici. Mais je voulais simplement, avant cela, partager mon exemple de réussite dans l'organisation des agriculteurs en action collective, groupes de femmes, groupes de microfinancement, services coopératifs au niveau de la vente des produits. Et à mon sens, tout réussit lorsque les fermiers, les agriculteurs sont intéressés eux-mêmes à l'action collective, quand ils se rendent compte qu'il est plus facile de vendre leur récolte par l'intermédiaire d'une coopérative que par un trader, ou qu'ils voient qu'il est plus intéressant de travailler à plusieurs sur les canaux d'irrigation que de laisser cela entre les mains du gouvernement. Donc l'intérêt de l'agriculteur me semble fondamental. Mais il faut également qu'il y ait un espace politique qui soit donné par les gouvernements pour mener ces initiatives. J'ai mené une fois un projet en Corée du Nord, pas du Sud, pour développer des coopératives. Mais nous n'avions pas l'espace politique et rien n'a marché. Dans d'autres pays, l'espace politique n'est pas disponible, non pas parce qu'il y a une décision consciente, mais tout simplement parce qu'il y a trop de corruption. Mais fondamentalement, lorsque les fermiers sont autorisés ou ont l'espace suffisant pour s'organiser, lorsqu'il y a de l'intérêt personnel, c'est bien d'avoir également un petit peu de soutien. Vous avez écouté Mark et Norman qui vous parlaient des groupes d'agriculteurs. Et je pense que, et c'est là une idée à la Sarah Geldin, c'est que les êtres humains ont envie de travailler ensemble. Ils se rassemblent dans les églises, en architecture, dans la religion, dans les gouvernements. Et lorsqu'on les laisse travailler ensemble, eh bien souvent, les êtres humains y trouvent un intérêt personnel, pas simplement philosophique, religieux, personnel, mais un intérêt économique. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est de faciliter cette inclination, encourager cette inclination pour que les gouvernements travaillent avec eux. J'en reviens avec vous, Ouma. Hier, vous étiez avec nous, vous étiez dans la salle, vous avez beaucoup écouté vos collègues, nous vous avons écouté. Quel serait l'enseignement que vous retireriez ici de ce que vous avez entendu aujourd'hui et hier? Quel est le message que vous souhaitez partager avec nous? Je reviens sur cette idée du partage de la connaissance et combien c'est important. Ce que je souhaitais dire, c'est que
le rôle des femmes est important. Il y a beaucoup trop de discours et trop peu d'actions en ce domaine. Et si je reviens à l'exemple du Bangladesh, comme je vous le disais tout à l'heure, et je pense que le rôle des femmes a été absolument crucial au Bangladesh. Et la raison pour laquelle le Bangladesh a beaucoup mieux réussi que de nombreux États indiens, c'est à cause des femmes. Je reviens à ce que nous disions hier, quand au sein des ménages, les décisions qui sont si importantes en matière et qui se traduisent par les résultats de mortalité infantile, de santé des femmes, j'ai été surprise de constater que même après une amélioration des indicateurs sociaux dans l'Asie du Sud-Est, ils restaient mauvais en Afrique. Et là, je suis toujours incrédule par rapport à ces chiffres. Mais il y a plus d'amélioration là-dessus au Bangladesh, d'après les chiffres publiés par les Nations Unies et la Banque mondiale. Je ne suis pas responsable de ces chiffres, mais le Bangladesh a de meilleurs résultats que l'Inde. Et cela est beaucoup dû aux femmes. Et en travaillant avec la Fondation Saminata, l'une des choses qui pour moi fait partie des choses les plus passionnantes, c'est de combiner les nouvelles technologies, l'accès à l'information par l'Internet, et de mettre cela à la disposition de femmes qui sont totalement analphabètes, qui apprennent à utiliser Internet, qui créent leur journal, qu'elles distribuent pour partager l'information. Elles disent à la formation ce dont elles ont besoin comme type d'information. Et il y a beaucoup de ministères qui se tournent vers cette fondation en disant, voilà, on a de l'information sur la gestion d'élevage ou sur la gestion agricole. Et nous ne sommes pas en mesure de communiquer cela aux populations. Donc ils se tournent vers la fondation en disant, voilà, on a des budgets pour lutter contre la pauvreté, mais on ne sait pas faire. Et je pense que par une combinaison entre le potentiel extraordinaire des technologies de l'information et des ordinateurs et de l'Internet et la responsabilisation des femmes, telle que pour l'instant nous ne la voyons pas se produire, en Inde, de 60 ans après l'indépendance, il reste encore beaucoup à faire pour que les femmes et jouent le rôle qu'elles sont en droit de jouer. Et je considère que l'Asie et l'Inde en particulier peuvent assurer la sécurité alimentaire des plus pauvres sous 10 ans. Si toutes les connaissances qui existent, et là encore, j'ai beaucoup écrit sur l'Afrique et l'Inde et j'ai fait des comparaisons et je vois le potentiel du sous-continent indien. Parce qu'il dispose du capital humain, des universités, des marchés, il y a des scientifiques, il y a des espaces de qualité dans de nombreux lieux pour le partage des connaissances, mais tout simplement, il faut que tout soit articulé de telle sorte que des choses se passent, des choses intéressantes. Donc, je met l'accent sur le rôle des nouvelles technologies, de l'information et de la connaissance. Merci d'avoir été aussi précise. Et je pense que c'est effectivement impressionnant de tenir compte de ce que vous avez dit. Marc, quelle est la chose que vous avez entendue ou dite sur ce qui marche pour réduire la pauvreté et assurer la sécurité alimentaire dont vous voudriez nous parler? De notre expérience dans le développement des semences et des végétaux, j'ai vu des initiatives prises au niveau local, notamment par la création d'un institut qui fonctionne extrêmement bien et qui est extraordinaire d'un point de vue de la recherche fondamentale. Et je pense qu'il faut maintenant passer à l'application de cette recherche, c'est-à-dire comment apporter soutien et assistance et intégrer toutes ces connaissances en agronomie, en pratique agricole
parce qu'il y a une urgence. La révolution verte était une urgence et nous sommes de plus en plus nombreux sur cette planète, bientôt pas loin de 9 milliards. On en a beaucoup parlé hier et là, il y a une urgence à traiter. L'un des exemples est celui des bananes. On a les outils fondamentaux et dans notre système, heureusement, nous avons toutes les personnes qui connaissent très bien ce produit et qui savent comment présenter les solutions aux agriculteurs, aux petits agriculteurs. Et leur adhérence est un exemple qui doit être présenté à l'échelle mondiale. C'est quelque chose qui doit être développé partout. Les grandes industries ne vont pas le suivre. Il faut voir comment les initiatives issues du secteur public peuvent conduire à des nouveaux modes de production. Donc, il faut promouvoir le concept de coopérative avec ceux qui sont sur le terrain et qui ont la connaissance de la réalité. Il faut aussi penser à l'énergie qui doit être fournie aux zones les plus reculées. Nous avons un groupe qui a travaillé sur les conditions de développement de certaines plantes et qui ont développé des variétés qui marcheront partout. Il faut essayer de voir comment on peut les développer. Et la biologie moléculaire doit également être utilisée pour créer de la valeur à partir des déchets agricoles. La chimie organique a besoin de composés à base de carbone. L'industrie automobile aussi, ne serait-ce que pour avoir des carburants, il faut aussi apprendre à réutiliser les déchets agricoles. Donc, faire en sorte que la science les transforme en outils et les gens seront ainsi convaincus que la science n'est pas quelque chose d'ésotérique, mais bien quelque chose qui est indispensable pour relever les défis qui se posent à l'humanité. Donc, apporter la technologie aux zones reculées. Je pense que c'est tout aussi frappant que ce que vous nous avez dit au sujet des femmes précédemment. Philippe, à vous la parole. J'aimerais que vous réfléchissiez aux idées que j'ai déjà émises. Écrivez-moi si vous avez des idées et pensez aux implications que certaines situations peuvent avoir dans nos raisonnements. Il y a, par exemple, l'idée évidente que la générosité ne signifie pas que l'on se drape contre la critique et l'action sur le terrain nous permet d'être plus près des faits et de la réalité. Et j'aimerais étayer ce qui a été dit par Patrick hier. Je parle de ce que l'on appelle la réglementation qui repose sur les faits. La médecine a connu une révolution il y a quelques années lorsqu'on a commencé à parler de evidence-based medicine, c'est-à-dire une médecine reposant sur les faits. Il nous faut la même chose pour la réglementation et rédiger des expériences où l'on montre que la réglementation a été un obstacle et qui a été un exemple de stupidité est également très important. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un dire trop de rhétorique et pas assez d'action. C'est vrai. Et moi, je vous demanderai de venir m'aider. Bravo Philippe. J'aime bien cette idée que vous ayez développé sur votre proposition et que vous soyez revenu sur la question de la réglementation. Norman, vous nous avez convaincu que la SRI, donc l'intensification de la culture du riz, était un bon outil
de gestion. Peut-être tout aussi important que l'innovation. Prenez un peu de distance et essayez de nous dresser un tableau un peu plus complet. Quelle est, à votre avis, quelle est la seule et unique idée que vous voudriez partager avec ce groupe, hormis ce que vous avez déjà dit? J'allais dire, penser hors des sentiers battus et réfléchir hors des sentiers battus. Si on avait toutes les réponses et juste encore un peu d'éléments ajoutés, ce serait fabuleux. Je parle d'un changement paradigmatique. Les scientifiques et les chercheurs se sont longtemps trompés sur les solutions d'augmentation de la productivité pendant longtemps. Et on a des explications à cela. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut penser hors des sentiers battus et reprendre les idées d'Ismaël, c'est-à-dire être abolitionniste, mais changer le format des relations humaines actuelles. Cela va permettre de lutter contre la famine et cela va permettre de travailler sur la physique et la biologie. Je ne sais pas vous rappeler de l'importance essentielle du personnel et le fait d'assumer les responsabilités. Certains s'interrogent quel est le bon secteur à promouvoir. Est-ce que c'est le secteur public, le secteur privé ou celui des ONG de la société civile? Et notre expérience dans 40 ans est qu'on ne peut pas prévoir d'où viendra le leadership, qui va prendre cette place de meneur. Si vous prenez le cas de l'Inde, les administrateurs, les scientifiques, dans les années 99, l'un d'entre eux nous a donné... On fait des photocopies et puis la photocopieuse marche pas très bien mais on réécrit les lettres pour que ça marche pas bien, pour pouvoir lire. Ça a marché pendant 2 ans. Il avait 45 fermiers qui travaillaient avec lui et puis il y en avait 80 à un moment donné. Puis il a invité plusieurs ministres pour montrer ce qu'ils faisaient et ils se sont engagés à devenir autosuffisants et on leur a dit voici, vous avez un tiers du budget de l'agriculture de l'État, vous avez 6 semaines pour réussir. Et il a dit pendant 40 nuits, j'ai dormi dans ma voiture parce que j'ai sillonné tout l'État, je ne pouvais pas rentrer chez moi le soir, c'était trop long. De 80, il est passé à 3 000, puis 5 000, puis 20 000 agriculteurs aujourd'hui. Et ce n'était pas un associatif, il travaillait pour l'État, mais il avait ce souci de sa population. Et puis les ONG ont fait un travail aussi extraordinaire, notamment au Pakistan, au Punjab. Philanthropus a mécanisé ses idées, où il a associé l'agriculture biologique, l'intensification de la culture du riz, il a augmenté ses rendements. Ça a été mesuré et il est passé à 12 tonnes par mois. C'est un agent du secteur privé. En Chine, comme je l'ai dit, il y a des scientifiques qui ont pris aussi des initiatives. Donc les leçons à tirer, c'est que ceux qui peuvent réfléchir hors des sentiers battus, être des visionnaires, prennent des risques, sont audacieux, réussissent. Et du côté des bailleurs, c'est un peu compliqué. Par contre, toutes les fondations, les grandes fondations aux États-Unis prennent de grandes distances. Vous avez la fondation Rockefeller, etc. Et ils sont encore dans ce mode de pensée très traditionnel et très conventionnel sur la lutte contre la pauvreté. Maintenant, si l'on veut éradiquer la pauvreté et la faim, il va falloir trouver d'autres modèles, d'autres solutions. Et quelqu'un l'a dit, si vous continuez avec toujours les mêmes habitudes, il n'y aura jamais de surprise. La société civile est un acteur très important. Très souvent, effectivement, ils pensent hors des sentiers battus.
Et je dis souvent à mes collègues chinois pour plaisanter que d'ici 20 à 30 ans, la Chine aura beaucoup de retard par rapport à l'Inde. Il y a des gens très talentueux en Chine, mais si vous voulez faire de l'argent, vous travaillez avec le secteur privé ou alors vous êtes sous le chapeau du parti. Et là, on n'avance pas tellement. Tandis qu'en Inde, il y a un altruisme beaucoup plus important qui est promu et développé. Ça ne va pas réussir ainsi dans 5-10 ans, mais je dirais qu'au-delà de cette échéance, on verra qu'il y aura quelque chose de très intéressant. Et il y a des ONG qui se trouvent dans certains États et qui sont très innovantes. Et je pense que nous avons tous les enseignements à tirer de ce que nous disent ces personnes. Je vais essayer de faire une synthèse en 5 minutes de ce que nous avons évoqué, puis ensuite je vous demanderai si vous avez quelque chose à ajouter ou des propos à reprendre. Moi, je sais que vous êtes combative. Alors, ne cherchez pas dans votre sac tout de suite. On va essayer de passer à la suite du combat. On a essayé d'être précis, mesdames et messieurs. On n'avait pas l'intention de vous donner toutes les réponses, mais vous avez vu que j'ai pris des notes et en fait, ma main est pleine d'encre parce que j'avais un stylo qui fuyait. Alors, quelques mots-clés que je retiendrai des propos tenus. C'est des stratégies sur plusieurs fronts. La sécurité alimentaire et la lutte contre la faim ne se limitent pas à l'agriculture. Ça, c'est ce que Uma nous a dit. Il y a des lieux qui semble évoluer dans le bon sens. Elle a évoqué 3 lieux, 2 États indiens et le Bangladesh. Et il y en a d'autres. En Chine, en dépit de ce que Norman vient de dire, la Chine a pris beaucoup d'avance pour résoudre ce problème à ce jour. Donc, approche multisectorielle. Le leadership aussi. Avoir des meneurs, des vrais leaders qui ne vont pas s'emparer de tous les fonds et de tous les subsides et qui ne s'inquiètent pas non plus de leur propre survie uniquement et de leur carrière professionnelle. Ceux qui ont un souci pour l'autre, pour leur pays. La place des femmes, souvent oubliée. Des changements politiques. Les investissements publics. Beaucoup peut être donné en peu de temps. Qu'en est-il de la science ensuite? Eh bien, nous avons entendu que certaines solutions issues des biotechnologies comme le coton BT, mais plus important que ce débat entre OGM et anti-OGM, c'est que la mobilisation de toutes les formes de recherche scientifique, tant que cela peut apporter des résultats pour les pauvres et pas uniquement pour les fermiers occidentaux de France ou des États-Unis est important. Mais pensez aux petits agriculteurs qui, comme Norman nous l'a dit, travaillent de façon très différente des agriculteurs des grandes exploitations occidentales. La science a des solutions à apporter. Certains d'entre vous seraient opposés à certaines de ces solutions qui vous apparaîtraient comme des non-solutions, mais on peut en convenir. La mobilisation de la science dans l'intérêt des petits agriculteurs est importante et la diffusion de ces connaissances, parce que là, comme Philippe l'a dit, il y a des lacunes, c'est essentiel. Si on ne sait pas quelles sont les solutions qui marchent, comment diffuser ces informations ? Et jusqu'à présent, dans ce domaine, dans l'agriculture, on en est tous responsables. On n'a pas fait un bon boulot en termes de diffusion de ces connaissances. On a encore des débats très étranges et certains ont discuté de certains thèmes comme comment se fait-il qu'en 2011, le public en sache si peu sur la situation. Tout au moins, vous devriez avoir une question qui vous traverse l'esprit, c'est qu'est-ce qui marche en science, qu'est-ce qui réussit et pourquoi la connaissance valide examinée par les pairs n'est pas diffusée et ne porte pas sur ce milliard de personnes qui n'a pas accès à la nourriture. Et je pense que vous avez entendu certaines réponses ici ce matin. Norman nous encourage fortement à dire que il y a des techniques de culture qui sembleraient rudimentaires, qui ne sont pas bien comprises et pas bien utilisées, mais lorsqu'elles sont comprises et bien utilisées, et il nous a donné pléthore d'exemples,
eh bien, les résultats peuvent être tout à fait spectaculaires. Et on n'a pas besoin d'utiliser des OGM. Cela demande simplement du bon sens et une bonne gestion des terres. Et c'est rassurant parce que cela signifie qu'il serait possible d'augmenter très fortement les rendements en bien d'endroits, tout en s'appuyant aussi sur la science. Et il nous a dit qu'il fallait penser hors des sentiers battus. Et je pense que c'est très important. Je vais un peu digresser ici. J'ai une fille qui est diplômée de l'université de Yale depuis un certain nombre d'années. Je suis allée à la cérémonie des remises de diplôme et le doyen de la faculté nous a tous regardés, tous les parents, y compris moi-même. Et il a dit, mesdames et messieurs les étudiants, quasi tout ce que vous avez appris dans cette université est faux. Et il y a eu un long silence dans la salle. Et on se dit, comment c'est-il qu'on est payé 20 000 $ par an pour qu'on apprenne au bout de 4 années de maîtrise que nos enfants ont appris des fausses histoires? Et il a répété, ce que l'on a dit il y a 30 ans dans les sciences, même en mathématiques et en histoire, était très, très différent de ce qu'on vous a enseigné aujourd'hui. En fait, on a transformé nos connaissances en statistiques, en sciences sociales, en histoire, etc. Donc, il est fort probable que d'ici 20 à 30 ans, les connaissances que vos enfants ont apprises aujourd'hui soient complètement fausses, effectivement. Et elle a répété cela, je vous le dis, il faut le comprendre, c'est que tout ce que l'on a appris est probablement faux. Et Norman nous dit la même chose. C'est soyons en éveil, soyons toujours disponibles et curieux pour apprendre. Et je voudrais remercier Ismaël Serageldine parce que il en est certainement l'exemple, parce que à chaque fois que je lui dis quelque chose, il me dit que c'est probablement faux. Donc, Norman, merci beaucoup. Et enfin, pour en revenir au rôle des femmes, une étude de la FAO toute récente sur le rôle des femmes dans le monde rural montre qu'il y a des lacunes en termes d'accès à la terre, à la connaissance, au financement et à l'éducation dans la plupart des pays en développement. Donc là, il y a quelque chose à faire. Donc, le leadership, l'approche multisectorielle, la science pour les petits agriculteurs, l'agriculture de la conservation, de la gestion biologique des sols, les investissements publics, la diffusion des connaissances et des savoirs, le rôle des femmes. Donc, de nombreuses raisons d'espérer et de se dire que on pourra faire quelque chose pour aider 1 milliard de pauvres. On a encore 5 minutes. Je vais laisser du temps à chaque intervenant, quelque chose d'inhabituel. En 2 mots, vous avez 2 mots, pas plus, chacun. Allez, 2 phrases. Qu'est-ce que vous aimeriez laisser comme message au public ici présent avant votre départ? J'ai 2 phrases. Vous avez parlé des contraintes pour les femmes ou des problèmes spéciaux que posent les femmes. Eh bien, pour moi, les femmes sont une opportunité tout à fait unique. Quand je vois les femmes, ce sont des potentiels énormes. Alors arrêtons de ressasser les problèmes et regardons les potentiels. Je vois que vous êtes d'accord, mais vous avez utilisé la langue traditionnelle qui nous fait parler de problèmes. Alors, je veux qu'on utilise le mot opportunité. Mais c'est pour ça que je vous ai parlé. Vous savez très bien que tout ce que j'ai dit était faux. 2 mots qui n'ont pas été entendus par les interprètes, les micros n'étant pas ouverts. Marc. Et encore une fois, les micros n'étant pas ouverts, merci. On constate beaucoup de problèmes au niveau de la connaissance, mais il faut maintenant agir et accepter les responsabilités. Il faut que les scientifiques acceptent leurs responsabilités, communiquent avec les agriculteurs et fassent les choses avec eux. Et Philippe, vous avez le dernier mot. Eh bien, je pense qu'il convient de développer une science de l'action de meilleure qualité. Mesdames et messieurs,
Nous applaudissons ces experts. Ismaël, nous avons une pause d'une demi-heure, s'il me semble, et nous sommes de retour en salle à 11h30 pour travailler avec les praticiens. Et la pause, est-ce qu'il y a un café d'offert? Peut-être pas. Non, c'est juste une pause pour vous détendre les jambes. Très bien. À tout à l'heure.